Je m'appelle Francis Gosselin, je suis directeur des contenus de Creative Mornings Montréal. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir. La thématique du mois. On parle de minimalisme, donc sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Félix Lajeunesse et Paul Raphaël. On est Félix et Paul, donc on est deux réalisateurs et artistes visuels basés à Montréal. On a fondé récemment une compagnie qui s'appelle Once, dont le mandat, la raison d'être, si on veut, est l'exploration du médium de la réalité virtuelle filmée, donc ce qu'on appelle en anglais Live Action Virtual Reality. Donc on va vous expliquer un peu c'est quoi. La personne que vous voyez en ce moment sur la scène, elle est physiquement là, mais en réalité, elle est ailleurs. Elle se trouve présentement sur le boulevard Saint-Laurent, il y a de ça environ 5 mois, en plein hiver, dans le studio de création de Patrick Watson. Donc, elle est au milieu de l'espace. Patrick est devant elle, à peu près ici, est en train de jouer du piano, de fumer des clopes. Le chien de Patrick est couché un peu plus loin, par là-bas. Donc, c'est une expérience de réalité virtuelle filmée qu'on a créée, qu'on a produite. Et si on a fait notre travail correctement, elle est probablement graduellement de moins en moins consciente qu'il y a 250 personnes qui la regardent en ce moment. Okay. So we're a technology and creation company, and we've developed a 360-degree 3D recording system. It's important to note that this is not computer-generated content. It's live, so it's basically capturing a moment of reality in its full volume in all directions. And we worked with Apollo Studios to develop the audio component of the system, and it also records sound in 360 degrees. And we've also developed all the software and all the workflow to take all that data and play it through a virtual reality headset, in this case, the Oculus Rift. And for those who aren't familiar with Oculus, all three of you, this is a company that's making very high quality, very low cost virtual reality headsets that will be coming out pretty soon, and which we believe will infiltrate all aspects of our lives, from entertainment to education, health, pornography, of course, history, everything really. Moi, je viens en fait, le début de mon parcours, j'ai commencé comme réalisateur et directeur de la photographie pour une compagnie de production basée dans l'Arctique canadien qui s'appelle Isuma. On faisait des vidéos et des films là-bas toujours du point de vue de la culture inuit. C'était ce qu'on appelait du community-based filmmaking. Et donc, la mission un peu de ce qu'on faisait là-bas, c'était de préserver la culture et de la diffuser à travers le monde. I come from a very DIY background. As a kid, I was like patching VCRs together and like making digital editing suites before there was even digital editing software. I've always found it very important to own my tools and to understand them, to really, understand the DNA of what I'm working with. And, to not have to, usually you have access to equipment for a few days while you're on a shoot. I like to be able to, on the weekends, just play around and really get to know inside out the equipment. Alors, c'est ça. Paul et moi, on n'était pas des amis initialement. C'est quelqu'un qui disait, vous deux, vous devriez vous parler il y a de ça quelques années. Et on a jasé ensemble et on s'est rendu compte qu'on venait vers le cinéma, mais de deux angles complètement différents. On n'avait pas grand-chose en commun. Et on avait une espèce de fascination réciproque pour ce que l'un et l'autre faisaient. Et donc, on s'est demandé si on ne pourrait pas essayer de collaborer ensemble, de voir quelle serait la réaction chimique, si on veut, de la combinaison de nos univers respectifs. Donc, on a commencé à co-réaliser des projets ensemble. On a fait du vidéoclip, on a fait de la publicité, on a fait un peu de fiction, on a fait du documentaire. Et on s'est rendu compte graduellement, à travers nos conversations et notre travail, que le langage cinématographique traditionnel et le storytelling cinématographique traditionnel nous intéressait de moins en moins, en fait. On trouvait que le storytelling occupait beaucoup trop de place dans l'univers du cinéma, que ça avait un peu monopolisé ce que le cinéma devait être, en fait. Et on avait une intuition que le cinéma pouvait être autre chose que ça.
On avait envie de créer des moments, on avait envie de créer des expériences sans nécessairement toujours devoir s'en remettre aux impératifs d'une histoire. Et évidemment, c'était pas une super bonne approche pour aller chercher de l'argent pour faire des films. Donc, on a évolué, je dirais, dans des circuits très indépendants, très do-it-yourself, finance-toi toi-même et tout ça. Et jusqu'à un point où, éventuellement, on s'est demandé, est-ce que le cinéma, c'est réellement le bon véhicule ou le bon médium pour nous? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose, t'sais? So we started exploring other mediums. We did some multimedia environments, video installations, projection mapping. We even did live shows. And we eventually started exploring stereoscopic 3D cinema. Now, at the time, most of the film that was being made, at least we felt, mostly Hollywood films, were basically were taking cinema and they were adding a layer of 3D, just adding depth to an existing medium, retrofitting all the conventions of cinema to 3D cinema. And we had the intuition, pretty strong intuition that there was a better way to do this. So we built ourselves a 3D rig, and we went to China with the idea of filming basically daily life in the back streets of Shanghai. And we really wanted to... Je parle en anglais maintenant. Non, c'est parce qu'on a décidé de faire ça dans deux langues pour des différentes raisons, puis voilà, je me mélange dans ma mission. On voulait voir effectivement comment le médium allait réagir à la réalité pure, en fait. Pas tant dans une intention stylistique de minimalisme, on voulait juste savoir comment la réalité se comporte à travers le cinéma 3D, avant effectivement de faire de la fiction. Donc, on est arrivé en Chine, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de permis de tournage, on avait une caméra qui ressemblait à une genre de bombe artisanale. Donc, on était dans les ruelles, on essayait de faire un film. Et donc, quand on réussissait finalement à placer la caméra sans trop se faire voir, on pesait sur record, puis on la laissait rouler, puis on faisait comme semblant qu'on n'était pas là pour faire un film, puis on placotait tout ça, sans vraiment nécessairement regarder ce qu'on filmait. Donc, on a filmé des plans très, très longs, des plans de, des fois, 5 minutes, 6 minutes, statiques. Et donc, on s'est dit, il va y avoir beaucoup de montage à faire là-dedans. Fait que finalement, on est revenu, on a commencé à regarder nos images en 3D et on a été totalement ébloui par ce qu'on a vu. On n'avait pas l'impression de regarder un film. On avait l'impression que notre écran dans notre studio, c'était comme une fenêtre ouverte sur une autre réalité. Puis on regardait le réel, puis on se disait, waouh, c'est intéressant. T'sais, on voulait pas couper, on voulait pas commencer à organiser ça dans une histoire. On voulait juste que chaque moment dure. T'sais. Et on s'est rendu compte que la beauté de ça, c'était que on pouvait enfin focusser sur le moment présent, même si ça avait été filmé avant, mais c'était vraiment l'idée de pouvoir connecter sur un moment, de pouvoir sentir le temps, de pouvoir sentir l'espace, le lieu, de pouvoir sentir la présence des êtres humains qui évoluent dans le film. Et ça nous a vraiment fascinés et on s'est rendu compte aussi que c'était pas quelque chose qu'on avait vraiment vécu avant. Tu sais, le cinéma est souvent trop pressé, trop préoccupé de raconter une histoire pour pouvoir vraiment arrêter, freiner, décélérer et se concentrer sur un moment. Et même dans la vie de tous les jours, je dirais, je pense pour la plupart d'entre nous, tu sais, on court à gauche, à droite et quand on s'arrête, souvent nos pensées continuent à courir à gauche, à droite et nous sortent un peu du ici et du maintenant. Tu sais. Et c'est un peu comme si le cinéma 3D nous permettait de nous grounder, mettons, dans la réalité, tout ça. Et à partir de là, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un phénomène qui se produisait. C'est que quand tu crées justement à l'intérieur de ton film suffisamment d'espace pour l'imagination, pour la présence d'esprit de la personne qui regarde le film, c'est comme si l'expérience évoluait de « je regarde quelque chose » à « j'en fais partie ». Tu sais, je complémente le contenu. Et c'est quelque chose qu'on a nommé à ce moment-là une expérience de présence, en fait. Hey! Allô? Comment ça fait? Comment c'était? J'ai mal aux pommettes, littéralement. Là. Ouais. J'ai comme un sourire figé sur mon visage, j'ai l'air niaiseuse, je suis de même. C'est fou. Mais toi, tu as eu Je suis pas capable de revenir. Ah, mais c'est correct. Reviens. C'est un contexte qui est hyper confortable de réatterrir dans cette réalité-là. Salut la gang. Tu as eu l'expérience complète, tu as vécu le 8 minutes complet. Je sais que la plupart des gens qui l'ont essayé tantôt sont restés très peu longtemps parce qu'on voulait faire passer plusieurs personnes, mais c'est vraiment le type d'expérience dans lequel il faut rester, il faut plonger. Ça va un peu dans ce que je viens de vous expliquer. Tu sais, il y a comme une idée de se déconnecter du moment dans lequel on était et de se reconnecter à la réalité dans laquelle on est. Et ça prend un certain temps. Donc, s'il y en a qui veulent vraiment
vivre l'expérience totale, ça vaudrait la peine éventuellement de rester à la fin et de prendre peut-être un moment prolongé pour le faire. Est-ce que tu veux t'exprimer? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu sais, j'étais en tête à tête avec Patrick Watson, premièrement. Ça, c'est un beau moment. Deuxièmement, je suis allergique aux chiens. Il y en avait un derrière moi. C'est comme un autre rêve comblé. Puis il fumait, puis ça sentait pas la cigarette. Je vois vraiment pas ce que je pourrais demander de mieux pour un vendredi matin. C'est vrai. Mais c'est génial. Vous êtes des génies. J'ai vécu quelque chose d'immense. C'est incroyable. Bon, mais c'est merveilleux. Tout ça est Bravo. stagé, évidemment. Tout ça a été vraiment répété, pratiqué. Juré. Ben merci. Est-ce que tu veux rester avec nous le temps qu'on Oui, je finisse? suis vraiment confortable. OK, parfait. So we were talking about presence. After a while, we were doing we started doing a lot of films in 3D, and we started realizing that there was something working against this impression of presence, something pretty fundamental, and that was the frame, basically the cinematic frame of any film. I mean, this is something that I think goes as far back as maybe painting. That's when we started working with frames, photography, the proscenium arc in theater. More lately, computer screens, smartphone screens, and it's as if we're conditioned. We have a set of expectations. As soon as we're in front of a frame, we go into a mode where, I'm about to watch something, and that was really working against this impression of presence. You're no longer there. You're watching something, and it's also a filter between the viewer and the content. So we tried to figure out ways to transcend this frame. So of course we thought of holography. We got in touch with a group of Hungarian scientists who were apparently the leaders in holography, and sure enough, it was pretty impressive. The technology worked. We started dreaming up these crazy projects, and we were quickly hit by the reality of this was NASA level stuff. Like, it was excessively expensive. There was just no way we could follow up on our sort of philosophy of owning our own technology, not in a million years. And eventually we had to give up on that approach. Luckily, at around that time, Oculus released the first prototype of the Rift. They had just done a Kickstarter. We ordered one of the first devices. And when we tried it on for the first time, and these were very basic demos, like computer-generated polygony, but just the fact that we were able to look in all directions, the frame was gone, the depth was there, and it really hit us almost instantly. We started extrapolating, like, what if we could import everything we were doing in 3D cinema, so technologically but conceptually, into virtual reality. The possibilities, the potential for presence and immersion seemed like it could reach unprecedented levels. Mm-hmm. Et le contenu à l'époque qui existait, c'était simplement du contenu généré à l'ordinateur, du contenu de type jeu vidéo. Et c'est pas du tout notre background, c'est pas du tout là d'où on vient. Donc pour nous, c'était vraiment l'idée d'apporter une expérience de réalité à l'intérieur de la réalité virtuelle. Donc, en termes de contenu, c'est drôle parce qu'on évolue dans une industrie qui est la réalité virtuelle, qui est une industrie émergente, où on dirait que la plupart des gens associent la réalité virtuelle à des sensations de type adrénaline. Tu sais, par exemple, on va prendre ça pour faire une ride sur un manège, ou on va prendre ça pour sauter en bas d'un parachute, ou un film d'horreur avec quelqu'un qui arrive en arrière et qui te crie dans le dos, ou peut-être une des expériences à la Tron. C'est comme si il y avait un peu cette culture-là qui entourait un peu l'univers dans lequel on est, alors que nous, notre intérêt avec ce médium-là est vraiment très différent. On pense que c'est un médium extrêmement sensible qui nous permet effectivement de nous connecter à la réalité qui nous entoure. Et on pensait que c'était le cas avec la 3D stéréoscopique, comme on en a parlé un peu, mais ça atteint des niveaux stratosphériques, je dirais, avec la réalité virtuelle filmée. Ça permet vraiment une expérience sensible d'être à quelque part, de sentir un lieu, de pouvoir vraiment s'attarder à un lieu. Juste sentir le temps qui passe. Au cinéma, on veut toujours couper le temps, on veut toujours le maximiser, le rendre le plus efficace possible, alors que dans la réalité virtuelle, on dirait qu'on veut que le temps s'étire, on veut rester là d'une certaine manière. Et la proximité humaine, en fait, ce qui est la grosse affaire de ce médium-là, le fait de voir un être humain à l'intérieur d'une réalité virtuelle
filmer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais. Mais c'est vraiment, je dirais, la chose qui est la plus peut-être bouleversante là-dedans. Peut-être juste une petite anecdote par rapport à ça. On a découvert cette réalité-là du contact humain au cours d'un premier test qu'on a fait. Quand notre technologie était encore à l'étape prototype, mais plus ou moins prête, on est allé dans une église et on a assis la caméra à la hauteur de quelqu'un qui serait assis sur un banc d'église. Et on a demandé à une femme qui avait l'air tout à fait inoffensive, une petite madame très gentille, de venir s'asseoir à côté de la caméra et après un certain temps de regarder la caméra, un peu comme si elle regardait quelqu'un. Et on a filmé ça et on a fait vivre l'expérience à différentes personnes et on a eu des réactions qui étaient totalement explosive. Les gens regardaient la femme au moment où elle les regarde, finalement, parce qu'elle ne regarde pas la caméra, elle regarde la personne. Et c'était comme si Godzilla, genre, venait de s'asseoir à côté de toi. Là, le monde... Ah! Il y avait des réactions incroyables. T'sais. Pourtant, c'était vraiment une petite madame de 4 pieds, toute douce, toute fine. T'sais. Donc, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe exactement? T'sais? Et il y a des gens aussi qui avaient des réactions un peu différentes, qui la voyaient, qui commençaient à lui parler, qui voulaient la prendre, qui voulaient la toucher. Il y avait comme une espèce de connexion. Des fois, c'était positif, des fois, c'était comme une connexion inversée, mais il y avait quelque chose de très fort qui se passait là. Et on s'est dit, finalement, c'est un peu comme si la médiation n'existait plus. C'est un peu comme si tu t'attends à avoir une expérience avec un intermédiaire ou avec une interface ou une médiation, un peu comme au cinéma. Tu es devant un écran, tu es protégé d'une certaine façon. Et là, c'est comme si dans ce médium-là, tu n'as plus cette protection-là, tu n'as plus de médias et tu te retrouves dans une expérience intégrale avec la personne et tu as vraiment l'impression d'un réel contact humain. Donc, on s'est rendu compte aussi que c'était donc un médium émotionnel. On s'est dit, l'idée, c'est l'émotion avec ce médium-là. C'est pas le cognitif, c'est vraiment l'émotion. Donc, comment développer ça? Bien là, on s'est dit une expérience avec la musique. Parce que la musique, du moins à nos yeux, c'est probablement le médium le plus fondé sur l'idée d'émotion. Et si on veut, en scannant un peu les possibilités, on est arrêté sur Patrick Watson. On s'est dit, ce gars-là incarne à nos yeux l'émotion aussi. C'est un gars qui a une présence vraiment unique. C'est un gars qui est totalement authentique et ça se manifeste autant dans sa personnalité, je pense, que dans ce qu'il crée dans sa musique. Donc, l'idée, c'était de créer un moment intime avec lui, d'amener la personne à pouvoir s'asseoir dans son studio, dans un one-on-one avec lui, et de passer un moment avec lui, un moment qui allait s'étirer, pas de coupe, pas de manipulation, rien, juste un moment pur avec lui pendant 10 minutes. Et voir ce que ça allait donner. Et chose peut-être intéressante à dire, c'est que quand on a regardé le piétage, parce qu'on a filmé pendant 1 heure, on a mis la caméra dans son espace, on a filmé 1 heure de temps, et on a regardé après coup le piétage. Et le moment qui nous intéressait, c'était pas le moment où la performance de Patrick était à son zénith ou à son climax. C'était pas la meilleure performance. En fait, c'était totalement le contraire. Ce qui ressortait le mieux, c'était le moment le plus inégal, le plus imparfait. T'sais, Patrick commence, il joue, le téléphone sonne, c'est tout croche, il se lève, il échappe son change, il s'allume une clope, il part sur une autre chanson. Finalement, c'était le moment qui ressemblait le plus à la vie. La vie est comme un peu imparfaite aussi. Il y a des moments où il ne se passe rien, il y a des moments de vide, il y a des moments d'attente, il y a des moments maladroits et tout ça. Et c'est comme s'il fallait que ça passe à travers notre médium. On voulait laisser de la place à ça. Et ça créait des réactions émotionnelles beaucoup plus fortes quand on le faisait versus quand on essayait de trop contrôler la réalité, un peu comme on le fait justement au cinéma. Et de façon intéressante, je ne sais pas si ça va être le cas pour toi, on a aussi réalisé a posteriori qu'il y a beaucoup de gens qui vivent l'expérience, qui nous disent après qu'ils ont l'impression qu'ils ont réellement vécu ce moment-là, que c'est une expérience qui est comme une mémoire personnelle finalement. T'sais, ils nous disent « ça m'appartient d'une certaine façon ». C'est comme si je l'avais vécu tout seul. Ce moment-là, il reste en moi. Fait que c'est quelque chose qu'on trouve assez intéressant aussi. So basically, we're working with a medium that's more akin to reality than cinema. And after all these years of doing cinema, it was a bit of a unlearning process. In cinema, you cut every few seconds. If you do that in virtual reality, you're literally teleporting the viewer somewhere else. So you really want to keep that to a minimum. You often move cameras in cinema. You move them all the time. If you move a camera in virtual reality, it kind of feels like an out-of-body experience. The camera just starts drifting out of your body as you're not moving. So again, something you can't do. It's as if the medium was, kind of imposing a form of restraint, form of minimalism on us as filmmakers, if we can still call ourselves that. So, it's not about controlling every single moment. It's more about letting the viewer explore the space. It's very much like, I like to think about it kind of like chemistry. You set the initial conditions and you start a spark and you see where it goes. Absolument.
Je suis d'accord avec ça. Nice. Ça, c'était une transition qui était super efficace. Donc, oui, un autre élément, je pense qu'il faut mentionner, c'est quelque chose qui nous inspire de plus en plus dans notre exploration du médium, c'est l'idée de préserver la réalité d'une certaine manière. Je sais que ça va sonner un peu science-fiction, ce que je vais dire, mais on peut penser à la réalité virtuelle filmée comme une manière d'encapsuler finalement un moment d'espace-temps et de le garder un peu comme une espèce de cellule de réalité ou une mémoire qu'on peut revisiter a posteriori. Tu sais. Juste pour, par exemple, si on prend encore une fois l'exemple de Patrick, c'est quelque chose qu'on a tourné il y a de ça 5 mois, mais avec le temps qui passe, quand on la regarde, plus le temps passe, en fait, plus on a l'impression de retourner dans le temps, c'est de revivre un moment présent, mais dans le passé, d'une certaine manière. Et donc, cette idée-là, elle nous a amené à penser à un projet qu'on appelle pour le moment Portraits of the Human Spirit. Et l'idée, c'est de capter des moments de réalité dans différentes cultures du monde qui sont en train de disparaître ou de s'effacer pour une raison ou une autre. Donc, de créer un peu des espèces d'archives spatio-temporelles pour le présent et aussi pour les générations futures. Vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter pour des gens, par exemple, dans 35 ans, de voir une réalité qui n'est plus. T'sais. Donc, par exemple, on peut imaginer se retrouver dans une tente avec des Touaregs dans le désert du Mali pendant un repas de famille ou, par exemple, être dans les montagnes colombiennes avec des aînés de la communauté Kogi pendant un rituel de prière, par exemple. Des choses comme ça. La technologie qu'on utilise, un peu à l'image de ces choses, coûte cher. Donc, c'est une technologie qui est complexe, qui est onéreuse pour l'instant et qui n'est pas du tout user-friendly. Et on veut changer ça. On aimerait contribuer éventuellement à la démocratisation de cette technologie-là pour ne plus que ça reste juste au niveau professionnel mais que ça devienne accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes tous de la génération de Facebook et des médias sociaux et tout ça. Les gens s'échangent pour l'instant des photos, ils s'échangent des vidéos, mais on pense que ça va changer éventuellement. On pense que les gens vont vouloir s'échanger des souvenirs, en fait, des instants, des moments de réalité les uns les autres. Et on aimerait contribuer à ce que ça devienne possible éventuellement. Je dirais peut-être en conclusion que pointer un peu vers les raisons fondamentales pour lesquelles on s'investit autant dans ce médium-là. On pense que la réalité virtuelle filmée, c'est un médium qui peut vraiment avoir un impact sur la notion de mémoire, sur la notion de perte, sur la notion de temps. C'est un médium qui peut nous montrer le monde, je pense, tel qu'il est, sans filtre et sans biais. Et c'est un médium aussi à travers lequel on peut vivre une expérience d'empathie pour l'autre. Et c'est peut-être une de ses plus belles qualités. Donc, on pense que, ultimement, c'est un médium qui peut avoir un impact positif sur l'expérience humaine. Donc, voilà. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Thanks. Hi, that was great. It's really interesting. I like to know, because I work in film, how would one light for those long expanses of time that you're filming? Say you're doing something for 5 minutes. Do you light like you would just with a video camera that you just leave low? You can work with low lights, or do you need to put in extra lights? Well, earlier I was saying that this is a medium that's more akin to reality, and that applies to lighting as well. I mean, you can certainly light a scene. Make sure you have to hide the lights because you're filming in all directions. You can always, have a light and then patch it later in post. To do an empty plate afterwards. But really, since it does look like reality. Artificial lighting really looks like artificial lighting. So if you want the scene to look naturalistic, you're actually going to try to use practicals as much as possible. Yeah. There's another aspect to see. There's another aspect to this. I'm going to reply in English. The notion of authenticity is super important in the medium we're doing. Like cinema, sometimes we're going to think of authenticity in cinema, but it's not the same thing as authenticity in virtual reality. For example, things like acting, if you come from the film world, when you look at someone acting through a 35mm frame, it looks just fine, even if the acting is not that great, it feels okay for someone to act in that kind of reality. But if you look at someone acting in there, it somehow feels like it's even if the acting is good, it feels kind of fake. It feels like, oh shit, someone is
acting just next to me, you know, and you kind of feel that. You become very sensitive to things that are not authentic and real. And that sort of connects to lighting and to what he said. It's like if you need to do it in such a realistic way that it won't distract you and it won't work against the impression of presence. You see what I mean? I was wondering how much your work was informed by the work of Canadian artist Janet Cardiff. For people who might not be aware of her work, she did a show recently at the Musée des Beaux-Arts. She didn't have the goggles. I don't know if the goggles even existed yet. But what she had was a video camera and headphones. And you would explore the Musée des Beaux-Arts. And what you saw in the video camera was identical to what you saw in the museum. So you're walking around the museum, you're turning, making the same corner, going up the same stairwells, but in the video camera, it was slightly different. So for example, you look out the window to the Hyatt Regency Hotel outside, and you see it for real with your eyes, but you look in the window and there's a murder taking place. And you actually felt sort of like you were in the moment because of the video. Anyway, did you look at her work and how did it influence you? Yeah, I actually did live that experience, and it actually was a huge inspiration for what we're doing. We haven't done anything exactly like that. We don't have a moving virtual reality experience. At this point, it would be a bit too dangerous because you know, with her experience, you can at least see where you're going. With this, you wouldn't. But no, it was definitely an inspiration. Since you talk about references, and we talk sometimes about what are the possibilities in terms of fiction and like how do we tell, I mean, although we don't think ourselves as necessarily as storytellers anymore, I mean, we're trying to be careful with that. Still, we ask ourselves the question, and we've seen a show in New York called Sleep No More. I don't know if any of you guys have seen that. So any work by, obviously you've seen it, like your reaction testifies. I mean, if you ever go to New York, go to see Sleep No More. I would say, like, forget your John Bon Jovi tickets and go, and go to see Sleep No More. It's just totally amazing, and it's a theater show, and it kind of points into a direction of what fiction could eventually be into virtual reality. So I won't sort of dive into the details of the show. You can kind of look it up the internet. And if you go to London, the same company who did Sleep No More called Punch Drunk, they have a show running in London too that we haven't seen, but that is supposedly equally amazing. Merci les gars, bravo encore une fois. Excellent. Super.